Rebonjour à tous donc, merci d'être venus nombreux écouter notre petit jeune. C'est le renouvellement de la société qui est devant vous. C'est toujours très agréable d'avoir des conférenciers d'horizons et d'âges différents. Là, c'est l'occasion. Je donc vous présente Hugo, qu'on a déjà entendu il y a un an à peu près. Oui, c'était une conférence au musée, je crois, de il y a plus d'un an, un an et demi. Un an et demi, oui, donc c'était bien. Et qui aujourd'hui va nous proposer l'atelier monétaire de Londres de 292 à 309 après Jésus-Christ, illustré par le trésor de Doncker. Je te laisse la parole. Donc nous posons comme d'habitude toutes les questions après la conférence. Bien. Alors, bonjour à tous. Mettez le micro aussi. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Hugo Perret, je suis doctorant donc à l'université Picardie-Jules Verne sur l'atelier monétaire d'Amiens. Mais pour une fois, donc, comme ça a été dit plus tôt, je ne vais pas vous parler de mon sujet de thèse. Nous allons aborder un autre sujet, donc toujours un petit peu sur le IVe siècle, donc l'atelier monétaire de Londinium, 296 à 309 après Jésus-Christ, illustré par le trésor de Doncker. Alors, donc pour commencer, on va voir vraiment au niveau du plan de cette présentation par présenter la découverte du trésor, son contexte à la fois géographique, historique, archéologique, et ensuite nous allons voir également, essayer de comprendre un petit peu l'histoire de l'atelier de Londinium, également la redécouverte du trésor, sa réanalyse, son recatalogage, à la lumière de toutes les découvertes qui ont été faites depuis ces dernières décennies sur l'atelier de Londinium. Alors, tout d'abord, on a au niveau de la découverte. Alors ce trésor, il a été découvert par le cantonnier Armand Dufetel en 1951 à Doncker. C'était avec son fils, alors qu'il était en train de creuser sous un poulailler, en fait, pour un aménagement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que son fils a tapé contre une céramique qui s'est brisée. Alors malheureusement, la céramique n'a pas été conservée, mis à part 2 petits fragments, mais c'est très difficile de savoir à quoi elle ressemblait exactement. Mais elle a donc dévoilé une grande quantité de monnaie, 2132 monnaies. Donc c'est quand même déjà un gros trésor de la tétrarchie, période tétrarchique. Alors, ce qui s'est passé, c'est que cette découverte, elle a été dans un premier temps cachée, gardée bien secrète, mais on a un agriculteur qui, en parlant avec ses propriétaires, a voulu le racheter, il a proposé un prix, et donc il l'a racheté, il s'agissait de M. Éluin. Et à partir de là, on a eu, par le bouche à oreille, c'est venu aux oreilles de numismates qui ont demandé à analyser évidemment ce trésor qui était a quand même un caractère assez exceptionnel. Alors ça a été assez compliqué dans un premier temps puisqu'il y a eu des analyses qui ont été faites en partie à la BNF, mais c'était une petite partie du trésor qui a été envoyée là-bas, puisqu'en fait M. Éluin était assez réticent à partager un petit peu cette découverte. Et c'est une histoire assez rocambolesque parce qu'il faisait des dessous de plats dans lesquels il mettait 15 mumies tétrarchiques et qu'il offrait à ses amis. Donc le trésor a commencé à être dispersé de cette manière. Il avait aussi entrepris à nettoyer par lui-même les pièces en les attaquant à l'acide, en les brossant avec de la paille de fer, voilà, des choses comme ça. Il y a eu différentes choses, on peut le voir encore sur les monnaies aujourd'hui. Enfin bref. Donc ça a été assez difficile, mais finalement, grâce à l'intervention de Pierre Bastien et François Vassel, on a pu avoir la possibilité de récupérer des monnaies. Puisqu'en fait, après la mort de M. Éluin, sa descendante a essayé de remettre les monnaies, enfin une partie des monnaies, un lot de 580 à peu près monnaies, au musée de Picardie en 1957. Et en 1961, on va voir François Vassel qui va récupérer un autre lot de 800 monnaies. Cet autre lot, il va être aussi en partie remis au musée de Picardie, c'est ce qui va composer l'ensemble qu'on a aujourd'hui au musée. Et puis après, on va avoir la redécouverte donc, de ces fameux dessous de plat. En tout, on va pouvoir récupérer 344 monnaies. Et à partir de là, donc 1828 d'entre elles ont pu être étudiées. Alors, il y a 1564 monnaies qui appartiennent au monnayage des ateliers de Trèves, Lyon et Londres.
Donc c'est tout à fait normal parce que le trésor a été trouvé dans la Gaule du Nord, donc c'est une composition qui est tout à fait cohérente avec la localisation. Et on a une thésaurisation qui va commencer donc, de la réforme de Dioclétien en 294 et qui s'arrête en 309 après Jésus-Christ. Alors à chaque fois on a des exceptions, par exemple on a une monnaie qui est plus ancienne que les autres, on a un antoninien de Dioclétien de Rome qui date de 285. Et on a des monnaies, on appelle ça un peu des queues de comètes de thésaurisation, c'est des petites monnaies qui datent de 313. C'est vraiment à cette date où le trésor a vraiment été complètement clôturé. Mais tout ça, on le sait grâce à l'étude qui a été faite par Pierre Bastien et François Bassel. Ça a été publié, le trésor monétaire de Doncker, en 1965. Donc, à partir de là, on va regarder un petit peu le contexte de cette découverte. Vous voyez là, j'ai fait une carte sur le contexte en fait, où se trouve Doncker. Et là, on a un petit peu l'ensemble des grandes routes antiques avec les villes antiques de Gaule du Nord. Donc on voit que Doncker, alors qu'on identifie aujourd'hui à la station du Roy Corregum, qui était présente et indiquée sur la table de Peutinger, qui était sur un axe assez important entre Gessoriacum, Bononia, donc Boulogne, et Sabaro Riva en Bianum, donc la ville d'Amiens. C'est sur la voie Agrippa océanique ou de l'océan, donc une grande route de circulation. Donc c'est traversé par cette chaussée qu'on appelle aujourd'hui la chaussée Brunehaut. Voilà un petit peu pour ce contexte. Alors, ensuite, on va s'intéresser un petit peu, j'étais voir un petit peu dans la carte archéologique de la Gaule quand même, pour voir un petit peu les découvertes qui avaient pu être faites à Doncker, pour essayer un peu de comprendre le contexte. Puisque c'est indiqué donc, sur la table de Peutinger que Doncker était une stationnesse, c'était un endroit où sans doute on avait des militaires qui étaient stationnés. Et on a plusieurs découvertes. Donc d'abord, on a des vases, des monnaies, des substructions anciennes et des tombes qui ont été trouvées au 19e. On a 13 monnaies romaines et une statuette en bronze qui, en 1834, avait été remise à la Société d'innovation de la ville, je crois, voilà. Et on a également une découverte, je crois, en 1879 du Nippo Sandal qui avait été trouvé. Ensuite, en 1980, on a des traces d'occupation gallo-romaine à la lisière donc, est de la voie romaine. On a aussi également donc, Roger Agache qui avait détecté par prospection aérienne en 1974 2 enclos circulaires et des taches sombres. En 1992, on a une agglomération gallo-romaine secondaire, mais on ne sait pas, voilà, c'est laissé un petit peu dans le doute sur ce point. En 1985, une villa et 17 tessons des 2e, 3e siècles et 2 monnaies, alors ça c'est intéressant, une de Posthume et une de Carus. Donc ça veut dire que ces 2 monnaies, chronologiquement, elles sont assez proches de la période de thésaurisation du trésor de Doncker, puisque Carus c'est l'empereur littéralement avant Dioclétien, donc avant la période qui nous intéresse. Ensuite, on va avoir des bâtiments sur des fondations créées et encore des découvertes de tessons gallo-romains. Mais il y a un endroit à Doncker où on pense avoir trouvé également les substructions qui correspondraient à la stationnesse où étaient stationnés les militaires. Voilà un peu pour ça. Alors, ensuite, au niveau du contexte, alors là c'est très important, c'est le contexte évidemment historique de ce trésor. C'est un contexte qui est très complexe et je vais essayer de le simplifier au maximum. Alors, on peut remonter à une date clé, c'est l'arrivée au pouvoir de Dioclétien, donc en 284, quand il va se débarrasser en fait tout simplement du dernier fils vivant de l'empereur Carus, donc qui est Carin. Donc il va éliminer en fait Numérien et Carin et le fils de Carus. Il va prendre le pouvoir, Dioclétien, et il va commencer à réorganiser l'empire. D'abord en 286, on va avoir il va nommer à ses côtés, en tant que César et après en tant que co-auguste de l'Empire, un certain Maximien Hercule. Donc eux deux, en fait, ils vont se partager l'Empire pour le diriger plus efficacement. Et le grand tournant, c'est la réforme qui va donner donc, la tétrarchie en 293. Alors là, je l'ai illustré par une monnaie qui est vraiment très magnifique, un multiple d'Aurélie.
donc une monnaie d'or. En fait, on va voir ici donc, au revers un temple devant lequel on va avoir les tétrarques. Ce sont les 4 dirigeants de l'Empire. C'est ce principe sur quoi se fonde la tétrarchie. Donc la première tétrarchie, ce sera donc Dioclétien et Maximien Hercule en Auguste, et qui vont nommer comme César, Galère et Constance Chlore. Alors, Maximien et Constance Chlore, ce sera respectivement l'Auguste et le César d'Occident, et pour l'Orient, on va avoir Dioclétien et Galère. En fait, le principe du système, c'est pas de diviser l'Empire, de fragmenter l'Empire, mais au contraire, de faire en fait un pouvoir unique, mais à 4 visages, qui démultiplie en fait le pouvoir d'action à travers l'Empire. En fait. Donc il y a toute une théorie là-dessus, puisque en fait, Dioclétien va s'identifier à Jupiter, et Maximien plutôt et Hercule. Il va y avoir toute une dimension religieuse à ça, avec l'idée au-dessus d'un sumus deus, donc un pouvoir suprême en fait, qui unit l'Empire à travers 4 figures. Voilà un petit peu pour ça. Alors, un autre élément extrêmement important, c'est la réforme monétaire de 294. Alors, c'est là, à partir de là, où on va avoir l'apparition de cette monnaie qui est assez, qui pèse assez lourd, de 10 grammes environ. C'est le numus tétrarchique. Alors, jusque-là, comme vous voyez, on avait une plus petite monnaie à côté, c'était l'Aurelianus. L'Aurelianus était une monnaie qui date de la réforme d'Aurélien, donc dans les années 274-275, et qui est tout à fait reconnaissable. Vous voyez, à l'Exergue, on a cette petite forme, enfin ce petit symbole avec le XX1, c'est noté tout simplement en chiffre romain, c'est 20 pour 1, c'est-à-dire qu'on a pour 20 parts de cuivre, une part d'argent, donc ça veut dire, ça garantit le titre de la monnaie, c'est-à-dire qu'on a 5% d'argent normalement dans tous les Aureliani. Et en Orient, on va retrouver la marque Kappa Alpha, donc en notation milésienne, ça veut dire aussi 20 pour 1. Donc voilà. Alors, ensuite, on va voir cette réforme en 294, on va avoir donc ce numus qui va apparaître, et en fait, la particularité, c'est on sait qu'il vaut environ 25 deniers. On le sait grâce à l'inscription, l'édit du maximum, dont on a retrouvé l'inscription qui date de 301, où c'est bien précisé la valeur de cette monnaie. En fait, elle était de cuivre, un alliage cuivreux, et elle était ce qu'on appelle saucée d'argent, donc avec une fine pellicule d'argent au-dessus. D'ailleurs, là, cette monnaie que vous voyez, c'est une monnaie du trésor de Docker, une des mieux préservées, il reste des traces d'argenture sur le dessus. Et puis cette réforme, elle va aussi mettre en avant, évidemment, elle va aussi produire des argenteus. Donc un argenteus, c'est une petite monnaie d'argent qui rappelle aussi le denier du Haut-Empire, et l'aureus, une monnaie d'or, ça qui existe depuis longtemps dans l'Empire romain. Donc un aureus, eh bien, pour un aureus, donc ça vaut 24 argenteus et 120 folis ou numus. C'est les deux noms, on peut trouver folis ou numus. Alors, ensuite, un autre élément aussi très important, c'est que pendant le règne de Dioclétien, on va avoir des usurpations. Et celle qui va durer le plus longtemps et avoir le plus de succès, ce sera celle de Carausius, de 286 à 293, qui va en fait prendre le contrôle de la Bretagne insulaire et d'une partie de la Gaule du Nord. Et pourquoi il va réussir à instaurer entre guillemets, un règne durable quand même, à 286 à 293, c'est pas mal pour un usurpateur. C'est parce qu'en fait, il était littéralement le commandant en chef de la classis britannicae, donc, qui était à l'époque la flotte de l'Empire romain la plus puissante sans doute, et ça a été extrêmement compliqué de pouvoir reprendre le dessus évidemment sur ce personnage qui était qualifié comme très expérimenté à la guerre par Eutrope dans son abrégé d'histoire romaine. Et donc il va produire des monnaies qui sont des monnaies des Aureliani, et tout comme Dioclétien, en fait, il va chercher à harmoniser son monnayage avec celui de Dioclétien pour être accepté par Dioclétien et Maximin, mais ça n'a jamais fonctionné. Il va même frapper des monnaies légitimes de Dioclétien et Maximin, mais pareil, ça ne va pas convaincre Dioclétien de ne pas vouloir le déloger de Bretagne. Donc on voit ici en premier, c'est l'Aurelianus, et en dessous on va avoir une monnaie d'argent qui est très intéressante puisqu'elle a marqué à l'Exergue, vous voyez, RSR. Ça veut dire donc rationalis summa rei, et ça fait référence à un poste très élevé dans l'administration impériale. Donc le rationalis ou a rationibus, c'est celui qui était en charge du fiscus, donc du trésor,
impériale et donc de la frappe des monnaies. Et donc le rationaliste de Carausius, eh bien c'est lui qui va connaître sa perte puisqu'il va se débarrasser de Carausius après une campagne, un échec dans une campagne contre Constance Chlore. Carausius revient vaincu et il va être tué par Alectus, qui va devenir le prochain usurpateur de Bretagne, de 293 à 296. Lui, il ne va pas accepter la réforme de Dioclétien de 294 avec les Limus. Il va frapper plutôt des Aurelianus et ces monnaies-là à la galère, avec marqué Q et L, ça indique c'est des quinaires de Londres, en fait, tout simplement. Puisque Carausius et Alectus vont tous les deux frapper à l'atelier de Londres. En fait, c'est eux qui vont vraiment le créer, puisque là, il n'y a pas d'atelier à Londres, en tout cas pas officiel. Et il va frapper des monnaies de bronze, d'argent et même d'or. Mais ça va être de courte durée, parce qu'en 296, on va avoir la reconquête de la Bretagne. Hein, c'est un événement vraiment marquant. En fait, ça va être Constance Chlore, hein, le César d'Occident, qui va, donc, avec son armée, eh bien, arriver au niveau de Boulogne-sur-Mer, et on va avoir un hommes qui était sous ses ordres, Asclepiodotus, qui va mener une campagne victorieuse et se débarrasser d'Alectus. Bien sûr, tous les lauriers de la victoire reviennent à Constance Chlore, et il va entamer une grande campagne, on va dire, oui, de propagande monétaire sur cette reconquête, avec ces magnifiques multiples de semis, hein, ces monnaies d'or, pratiquement des médaillons, où on voit en fait l'empereur, donc en fait c'est le César Constance Chlore, qui est lauré par une victoire ailée, couronné par la victoire elle-même, et qui relève en fait la Bretagne, littéralement. Et c'est un thème iconographique qui reprend la série des Restitutori qui avait été frappée par Adrien au IIe siècle après Jésus-Christ, où il faisait le tour des provinces romaines et il relevait les provinces. C'est assez intéressant comme monnaie aussi. Mais on ne peut pas parler de cette propagande monétaire sans parler du plus célèbre de ces médaillons. C'est celui qui a été découvert en 1922 au trésor, pas très loin d'Arras, par des ouvriers belges. C'est le trésor de Beaurain, le fameux trésor de Beaurain, où on a donc Constance Chlore, hein, dans toute sa majesté, avec son portrait, avec le buste drapé et cuirassé. Hein. Et au revers, on voit, alors cette monnaie est historiquement quand même vraiment impressionnante, hein, ce médaillon multiple de 10 oreilles, on voit l'empereur hein, qui arrive à cheval, donc ça c'est le thème de l'Adventus Augusti, hein, l'entrée de l'Auguste, l'arrivée de l'Auguste, avec en dessous, vous voyez, un navire avec ses soldats, parce qu'il va reprendre, grâce à sa flotte, la Bretagne insulaire, et notamment, eh bien, vous voyez, on voit la forteresse de la ville de Londinium, avec marqué LON, Londinium littéralement, et avec une allégorie de la ville qui s'agenouille et qui accueille l'empereur victorieux. Donc c'est absolument extraordinaire d'avoir pu cette médaille ait pu survivre jusqu'à aujourd'hui. Elle a été frappée à Trèves, hein, comme les autres voyez, c'est marqué PTR, ça veut dire que c'est la première officine de Trèves, l'atelier de Trèves, parce que les grands ateliers étaient divisés en sous-divisions qu'on appelait des officines monétaires. Alors ensuite, on va avoir, à partir de là où Constance Chlore va s'installer en Bretagne, eh bien, il va ouvrir cette fois-ci l'atelier officiel de la tétrarchie de Longinium. Il va évidemment reprendre les personnes qui travaillaient à l'atelier de Longinium sous Carausius et Alectus, évidemment. Il va les former pour que ces graveurs et ces personnes qui étaient en charge de la frappe puissent frapper la nouvelle monnaie tétrarchique qui est en place depuis 294, donc le fameux numus ou folis. Ça dépend comment on peut l'appeler, c'est plutôt numus. Donc voilà un exemple hein, pour vous repérer, j'ai mis un petit schéma, vous voyez, au droit de la monnaie, on a la titulature, la tête qui peut être laurée, on a le grentis hein, qui marque ces petites séries de globules qui marquent la limite de la monnaie, et puis au revers, alors on a un thème alors là qui va être omniprésent sur les numus, les numis de la tétrarchie, c'est ce génie, vous voyez, hein, il y a la titulature Genio Populi Romani, c'est au génie du peuple romain, et c'est un génie qui est coiffé alors soit d'une tour, soit d'un modius, hein, cette couronne plate et circulaire, et qui est aussi une unité de mesure à Rome, dans l'Empire romain, qui mesure le grain, voilà, pour la quantité de grain. Et il porte également une patère et une corne d'abondance, hein, c'est un symbole de la prospérité, évidemment. Et avec la marque hein, LON pour Londinium, pour l'atelier monétaire de Lyon. Voilà un petit peu pour ça. Alors, Londres, à première vue, c'est un atelier qui peut sembler plus simple que beaucoup d'autres ateliers étudiés, puisque, en fait, pendant tout le temps de son existence, il ne va
en tout cas toute la période qui vous intéresse, il ne va frapper que des monnaies d'alliage cuivreux, donc que c'est nul, donc un seul type de monnaie, pas de monnaie d'argent, pas de monnaie d'or. Et c'est pratiquement toujours le même type qui va être frappé. Donc de première vue, ça a l'air facile, mais c'est assez piégeux, on va le voir après, parce que ça a posé beaucoup de défis au numismate, de savoir trier et comprendre toutes les émissions d'ateliers de Londres. Alors, voilà un petit peu comment fonctionne un atelier monétaire. Alors là, j'ai mis un schéma vraiment idéal de fonctionnement d'un atelier monétaire. Tout au sommet, donc celui qui gère le trésor impérial, ça va être donc le rationalis, Arationibus, c'est lui qui a la supériorisation donc, de tous les ateliers de l'Empire, du trésor de l'empereur. Plus tard, il sera appelé le comes sacrarum largitionum, ou en grec ancien, en orient, comes ton theon thesaurone. Et il va être épaulé également du magister rei privatae, qui deviendra le comes rei privatae au cours du IVe siècle. Ensemble, il gère le fiscus impérial. Et à l'échelle régionale, donc à l'échelle d'un atelier monétaire, on avait le procurator monetae. Alors, on peut imaginer qu'à Londres, on avait un procurator monetae qui était délégué sur place pour superviser évidemment le bon fonctionnement de l'atelier. Après, il avait sous ses ordres des praepositi ou des officinatores. Vu que Londres n'avait pas d'officine, ce n'était pas un atelier qui était aussi grand comme Trèves pour avoir plusieurs officines. Les officinatores, je ne pense pas qu'il y en avait à Londres, on pouvait avoir des praepositi par contre. Et puis après, il y en a un qui s'est pas affiché, bon c'est pas grave. Après, on avait 4 types de métiers, donc qui étaient donc, tout en bas en fait de la chaîne. C'était ceux qui s'occupaient littéralement de la frappe. Alors celui qui n'apparaît pas, tout d'abord, c'est les sculptores. C'est eux qui gravent les coins monétaires. Vous savez, c'est ces objets qui vont être gravés en négatif et qui vont servir à frapper et à imprimer une estampille en relief sur un flanc monétaire en fait. Donc pour créer une monnaie tout simplement et assurer son titre et sa valeur. Alors, on va voir donc ces sculptores qui vont graver l'effigie de l'empereur, les signatores qui vont graver les titulatures et les légendes, donc et la marque de l'atelier, les suppositores qui vont être appliqués donc, à la production et au placement des flancs monétaires pour la frappe, et ceux qui vont frapper les maleatores. Alors ça, c'est un peu la division parfaite, mais en réalité, c'est difficile de dire si ça fonctionnait vraiment comme ça à cette période. Est-ce qu'il y avait bien cette répartition? Est-ce que une personne, par exemple le sculptore, ne pouvait pas aussi s'occuper de la frappe et inversement? Voilà, ça c'est des questions aussi complexes, mais voilà, je pense que c'est plus libre que ce qui est marqué sur ce schéma. Alors, voilà, il apparaît. Et ensuite, on va avoir, donc pour la frappe monétaire en elle-même, hein, je vais vous donner un exemple. Bon là c'est pour les monnaies d'argent, mais ça fonctionne pareil pour les monnaies d'alliage cuivreux. Donc on va avoir le malleolus, hein, le petit marteau, qui va appliquer, donc évidemment, avec lequel on va frapper sur les coins monétaires. Alors toujours un coin fixe, hein, qui va être dans une sorte d'enclume ou de billot, et puis le trousseau, hein, qui va être le coin mobile. Et donc les deux, en exerçant la pression, évidemment, ils vont imprimer une estampille sur le flanc monétaire. Et alors, ça c'est un système qui fonctionne extrêmement bien, puisque on estime là, avec un seul coin qui a été gravé, on peut produire environ 10 000 exemplaires sur des monnaies de bronze. Et pour les monnaies d'argent et d'or, vu que c'est un peu plus malléable, on peut aller jusqu'à 15 000 exemplaires. Après ça, le coin va commencer à s'user et on va le remplacer ou le regraver. Voilà. Donc à partir de là, on peut faire des calculs pour savoir combien de coins on a pu utiliser pour des monnaies, et inversement, à partir du nombre de coins, on peut estimer combien de monnaies ont été produites. Voilà. Alors, ensuite, on va s'intéresser donc à la production de l'atelier de Longuillon. Alors, tout en montrant à quel point cette production reflète vraiment l'histoire de la tétrarchie en temps réel, j'ai envie de dire. D'abord, là ici, on est donc l'atelier de Longuillon, il va frapper alors 3 classes de monnaies. Chronologiquement, ce sera la classe 1, classe 2, classe 3. Donc là, c'est des monnaies de la classe 3. Elles ont toute la particularité d'être des 100 marques. Alors, ça, c'est un peu particulier. Normalement, les autres ateliers ont tous des marques, mais après la frappe, comme je vous ai montré tout à l'heure avec LOL pour Longuillon, ça va disparaître. Et pendant 10 ans, donc c'est quand même une très grande période, on va avoir que des monnaies sans marque. Et ça pose problème quand même pour pouvoir faire des chronologies des émissions précises, parce que les marques, ça aide malgré tout bien pour connaître les chronologies. Alors là, comme on a la première tétrarchie, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir donc 4 personnages qui vont être évidemment représentés sur les monnaies. Donc les 2 Augustes, hein, qui vont être qualifiés d'Auguste sur leur titulature. Il s'agit évidemment de Dioclétien et Maximien. Et les Césars, hein, qui vont être qualifiés de Nobce, un nobilissimus César, le plus noble des Césars. C'est Constance Chlore et Galère. Donc ça va être le cas jusqu'à
la deuxième tétrarchie, le 1er mai 305. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En fait, Dioclétien, il va fêter ses Vinalia en 303. Il va laisser un an pour fêter les Vinalia de Maximien Hercule, et après ça, Dioclétien va se retirer du pouvoir. Il va renoncer à la pourpre, en fait, à la pourpre impériale, pour reprendre le statut d'un simple particulier, et il va aller donc dans sa villa qui est très célèbre en Croatie, la fameuse villa de Dioclétien, et il va forcer également Maximien Hercule à se retirer du pouvoir. Je pense que lui était plus enclin à le garder, mais ils vont tous les deux donc se retirer. Et ils vont laisser la place à deux nouveaux Augustes, qui étaient tout simplement les deux anciens Césars, c'est-à-dire Galère et Constance Chlore. Alors, ça veut dire que sur le monnayage de Londres, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver donc Galère et Constance Chlore qui vont cette fois-ci être qualifiés d'Auguste sur la titulature de leur monnaie. Et puis, on va avoir en dessous deux nouveaux Césars, parce qu'il faut toujours qu'il y ait 4 personnes qui dirigent l'Empire, parce que ça a été marché. Et ces deux nouveaux Césars, ce sera Sévère et Maximin d'Aia, qui sont qualifiés de César sur leur monnaie. Et à la surprise générale, parce que tout le monde s'attendait à ce que ce soit, plutôt Maxence, le fils de Maximien Hercule, et Constantin, le fils de Constance Chlore, qui soient les nouveaux Césars. Mais grâce à une manipulation de Galère, c'est Maximin d'Aia et Sévère. C'est plus avantageux pour Galère. Ces deux personnages, ils sont plus proches de lui, en fait, on va dire. Et puis on va frapper également à Londres, hein, ces monnaies qui sont tout à fait reconnaissables. Hein. C'est des monnaies de Dioclétien et Maximien qui sont des monnaies qui fêtent en fait leur retrait du pouvoir. Voilà, tout simplement. Et c'est le Providentia Deorum quies aog, hein. C'est la providence des dieux et la tranquillité des Augustes, en fait, la tranquillité de l'Auguste. C'est le thème abordé, et on voit qu'ils ont le manteau consulaire, puisqu'ils viennent de prendre leur dernier consulat, 303-304. Alors, là ici, j'ai fait un petit tableau pour montrer à quel point en fait, la frappe des monnaies de la tétrarchie à Londres, par exemple, mais pas que, hein, et elle est extrêmement codifiée. C'est des monnaies qui, à première vue, se ressemblent toutes, et il y a des codes très précis au niveau des titulatures d'empereurs. Là, j'en ai donné quelques-unes, vous voyez, c'est des abréviations, hein, qui les qualifient, IM pour Imperator, voilà, on a DN pour Domino Nostro, nos maîtres, on a des abréviations des noms également. On va avoir des thèmes qui reviennent, par exemple, Pius et Félix, hein, c'est pieux et prospère Auguste. Parce que Félix, ça veut dire heureux littéralement, mais la traduction exacte, c'est plutôt prospère. On va avoir les abréviations d'Aoc pour Augustus et Caesar, Nobilissimus Caesar également. Et ici, Seigneur Augustus, ça c'est le titre que vont obtenir Maximien et Dioclétien lorsqu'ils vont se retirer du pouvoir, en fait. Au 19e, on pensait que c'était Senatus. J'ai déjà vu sur les anciennes identifications de monnaie de la tétrarchie qu'on disait Senatus, mais c'est bien Seigneur Aoc. Voilà. Alors voilà, 3 exemples, vous voyez, de titulature que j'ai mis. Hein. Voilà, IMPC, Maximianus, PF Aog, hein, c'est Imperator Caesar, Maximianus, Pius Felix Augustus. Et voilà, à chaque fois on peut les développer à partir de cette clé des abréviations. Voilà. Alors ensuite, on a la troisième tétrarchie, hein, qui va durer du 25 juillet 306 au 11 novembre 308. Pourquoi on a besoin d'une troisième tétrarchie aussi rapidement? Tout simplement parce que le 25 juillet 306, à York, on a la mort de Constance Chlore, le père de Constantin, voilà, qui était devenu le nouvel Auguste d'Occident. Il va mourir, et à partir de là, c'est là où ça va se corser, puisque Constantin va être nommé Auguste à York par ses troupes. Et là, ça va poser problème, puisque Galère va refuser évidemment le titre d'Auguste de Constantin, et il va nommer comme nouvel Auguste un certain Sévère. Ce sera le nouvel Auguste d'Occident qui remplace Constance Chlore. Et en Orient, on va avoir Maximien d'Aia aussi, donc voilà, comme je l'ai déjà dit. Ça change pas. En Orient, c'est Galère et Maximien d'Aia. Mais c'est en Occident, c'est Constantin qui devient le nouveau César. Et au niveau de la production d'Amiens, bon, là ça change pas grand chose. On va toujours frapper pour Galère et Maximin d'Aia. Voilà. D'ailleurs, c'est assez compliqué de différencier les productions de la deuxième et troisième tétrarchie des fois. Mais la nouveauté, c'est l'apparition, logiquement, en fait, des monnaies de Constantin, qui, même si ses troupes l'avaient proclamé Auguste, dans ses premières monnaies, il sera bien nommé César. Voilà. Parce qu'il a le titre de César au niveau de la tétrarchie. Et puis, on va avoir l'apparition des monnaies de Sévère. Sévère qui va vraiment pas durer longtemps, puisque en fait ça va poser problème. Pour faire très rapidement, on va avoir Maximin d'Aia qui va revenir Maximien Hercule qui va revenir au pouvoir pour soutenir son fils Maxence qui lui aussi veut le pouvoir. Ils vont diriger l'Italie. Du coup, ça va mettre le bazar dans le système tétrarchique.
Sévère va être sommé par Galère, en tant qu'Auguste d'Occident, de reprendre le contrôle de l'Italie, mais vu que les troupes de Sévère en fait, sont fidèles à Maximin Hercule, et ben, ils vont se retourner contre Sévère et il va se faire capturer et tuer, donc voilà. Et donc ça va donner un beau bazar qui va aboutir à la quatrième tétrarchie. Alors en fait, pour faire rapidement, Constantin, en fait, il va se proclamer Auguste. Mais en fait, Dioclétien, il va devoir sortir de sa retraite pour faire la conférence de Carnuntum en 308, et il va dire non, en fait, déjà, Maxence, le fils de Maximin Hercule, il est hors course, il ne va pas rentrer dans la tétrarchie. Maximin Hercule, il va être forcé à nouveau au retrait, et Constantin, il va plus être Auguste, il va redevenir César, et on va nommer en Auguste d'Occident Licinius, un certain Licinius. Voilà, donc c'est complexe, mais en fait ça c'est ce qui est sur le papier, parce que dans les faits, on le voit dans les frappes de l'atelier de Londres, et ça c'est très intéressant, on voit en fait que Constantin, même si Dioclétien l'a jamais reconnu en tant qu'Auguste, et ben ses monnaies, il le qualifie d'Auguste, hein, parce que sur son territoire il se nomme Auguste, il ne reconnaît pas. Il ne veut pas être César, évidemment, dans la hiérarchie. Il n'y a même pas de monnaie de Licinius qui sont frappées, du nouvel Auguste d'Occident. Voilà, il est ignoré dans les frappes de cette période. Et puis, par contre, on voit tout un programme iconographique qui montre la politique de conquête de Constantin. Alors, dans un premier temps, on a évidemment les productions en hommage à son père défunt, Constance Chlore. Il est voilé, il a été divinisé. Avec un autel, avec un autel allumé, avec deux aigles. Ça, c'est pour se légitimer en tant que nouvel Auguste. Il donne son ascendance, il fait un hommage à son père. Et puis ensuite, il va faire évidemment des frappes en hommage à Dioclétien et à Maximien, évidemment pour aussi bien se faire voir de ses empereurs, mais aussi surtout pour Maximien, parce que en fait, à cette période, il va faire une alliance avec Maximien et avec son fils Maxence, en fait, pour pouvoir contrer le pouvoir grandissant de Galère et de son César Maximin d'ailleurs. Voilà, donc il y a beaucoup de jeux de pouvoir à cette période, mais c'est marrant de voir vraiment qu'à partir de la production de l'atelier de Londres, on peut vraiment comprendre la politique en fait entreprise par Constantin à cette période. Voilà un petit peu pour ça. Alors ensuite, on va avoir donc, durant la tétrarchie un événement qui est très important pour comprendre pourquoi on a aujourd'hui le trésor de Doncker. Parce que c'est l'objectif, comprendre le trésor de Doncker. On va en fait avoir, donc, comme je dis, ces monnaies, les premières monnaies ici, c'est les monnaies de la réforme de 294 dont on parle depuis le début. En fait, elles pèsent environ 10,2 grammes parce qu'elles sont taillées, alors ça c'est une notion très importante, au 1/32e de la livre romaine. C'est-à-dire qu'avec un bloc de métal qui pèse environ entre 324 et 326 grammes, on peut former, donc au 1/32e, c'est-à-dire qu'en le découpant, on peut former 32 monnaies comme celle-ci. Voilà, c'est l'unité de mesure. Et ça va être plus ou moins stable pendant à peu près, voilà, jusqu'en 307, où au printemps 307, il va y avoir un tournant, il va y avoir une réforme. On passe de 1/32e de livre à 1/40e de livre. Ça va passer inaperçu dans un premier temps auprès des usagers. D'ailleurs, c'était aussi rapidement, c'était aussi un petit problème pour ces monnaies, parce qu'elles étaient c'est des monnaies de tellement belle qualité que les gens avaient tendance à les thésauriser et non pas les faire circuler. Donc ça a posé problème, donc on a dû faire aussi des réductions, c'est pour ça. Et là où il y a un tournant déjà, c'est quand on arrive en novembre 307, on va avoir une deuxième réduction ici, on passe au 1/48e de livre. Donc là, la monnaie déjà perd du poids, on voit 6,8 grammes, et là les usagers vont commencer à le remarquer. Il va y commencer à avoir des mouvements de thésaurisation qui vont se mettre en place, c'est-à-dire que les gens vont mettre évidemment toute leur monnaie dans des vases, par exemple, pour éviter de l'avoir à les échanger contre des monnaies qui valent moins, parce qu'évidemment les nouvelles monnaies, elles sont plus petites, il y a moins de métal. Mais le véritable tournant, c'est donc la réforme de 310, où on passe à 1/72e, et alors en 313 à 1/96e. Et donc là, ces deux réformes-là, ça va créer une énorme vague de thésaurisation. Et le trésor de Doncker, il se situe justement, le terme du trésor de Doncker, il se situe justement à peu près vers 310. Les dernières grosses périodes de thésaurisation pour le trésor de Doncker, c'est 309, et on a quelques petites monnaies jusqu'à 313, mais voilà. Ça montre vraiment que le trésor de Doncker, il se clôture à cette période où on a des petites monnaies comme ça qui apparaissent, donc ces monnaies au 1/72e de livre et au 1/96e. Donc souvent les gens imaginent qu'on thésaurise, on fait des trésors, on fait des dépôts monétaires
en temps de guerre, en temps d'invasion par exemple, ce qui est sans doute vrai, hein, mais les grandes vagues de thésaurisation, en tout cas au IVe siècle, de ce que j'ai pu voir et de ce qui a été montré aussi par d'autres numismates, c'est que c'est lié surtout aux réformes monétaires, tout simplement, parce que quand il y a une monnaie de moindre valeur qui arrive sur le marché, les gens n'ont pas envie d'échanger leur ancienne monnaie contre celle-là, donc ils vont accumuler ces anciennes monnaies. Voilà. Alors, je montre juste, voilà, c'est le livre qui est sorti cette année par Eléa Lorguet, qui travaille au British Museum, qui explique bien ces phénomènes de thésaurisation. Il parle du trésor de Juliac, de Thomarès, de Rosselli. C'est vraiment extrêmement intéressant là-dessus, et on a aussi un article sur l'atelier de Londres. Alors, ensuite, le défi qui est lancé justement, c'est cataloguer donc, les monnaies de Londres. Et ça a été un travail qui a été entrepris, donc d'abord évidemment par Sutherland. Alors lui qui a fait un des volumes d'un ouvrage incontournable en numismatique, c'est le Roman Imperial Coinage, donc le RIC, retenez bien ce terme parce que ça reviendra un petit peu après. Donc c'est un peu la Bible des numismates pour l'Empire romain, ça nous permet quand même d'identifier, c'est bien pratique pour pouvoir identifier des monnaies de différentes périodes de l'Empire. Mais c'est une classification qui a été proposée, qui était très intéressante à l'époque et qui a posé plein de fondements essentiels, mais aujourd'hui, elle est, en partie dépassée, puisqu'on a trouvé tellement de nouveaux exemplaires qu'il a fallu faire un nouveau grand travail. Et ça, c'est un travail qui a été entrepris par Hubert Klock et Lee Toon, qui ont fait paraître ce livre-là, The London Mint of Constantius and Constantine, en 2015, qui est vraiment un livre référence sur le classement des monnaies de Londres, et qui nous montre vraiment toute la diversité de cet atelier. Et ils ont, à quel point en fait il y a tellement de découvertes qui ont été faites, eh bien cette année ils ont ressorti un livre en 2024, la nouvelle édition, qui met à jour, parce qu'on a trouvé plein de nouvelles monnaies. Donc si ça se trouve dans 10 ans il faudra refaire le même travail et en republier un. Donc voilà, donc ça, je les appelle ces livres, ils sont très pratiques, hein, j'utilise souvent, c'est le Clock et Toon, hein, voilà, pour retenir, je l'ai beaucoup utilisé pour le trésor de Bunker. Alors là, un exemple de comment ils utilisent la classification. Alors ça, c'est un tableau qui peut faire peur de prime abord. C'est dans leur livre, c'est un tableau pour classer les bustes des empereurs. Alors nous, on a notre propre fonctionnement, hein. En France, on a les bustes le classement des bustes qui a été établi par Pierre Bastien, hein, qui a aussi travaillé sur le monnayage de Magnence, hein, dans le sujet de thèse, mais eux, ils ont fait un système de bustes qui est spécialisé juste pour l'atelier de Londres. Et moi, je le trouve très pratique à utiliser. Donc je prends un exemple. Voilà, une monnaie, donc cette monnaie de Dioclétien. Vous voyez, donc là j'ai mis en bleu comment l'identifier. Là par exemple, on va avoir, c'est une tête laurée, c'est-à-dire qu'il a une couronne de laurier, on va donc le noter B. On voit qu'elle a la trabéa ou le manteau consulaire, parce que ça représente Dioclétien qui a le consulat. Et donc ça va être B5. Voilà, ça va être noté comme ça en abréviation. Et enfin, on voit que la main droite, elle tient une branche, alors peut-être une branche d'olivier, et la main gauche tenant la mappa, hein, c'était ce petit tissu blanc que possédait le consul et qu'il lâche pour déclencher le début des jeux ou des célébrations de son consulat, par exemple. Donc voilà, et donc si on veut le noter, ce sera tout simplement un buste B5V. Voilà, ça fait gagner énormément de temps et ça permet vraiment, c'est très pratique à mémoriser pour se repérer vraiment dans les différents bustes qu'on peut avoir et rencontrer dans le monnayage de Londres. Alors, ensuite, un exemple du classement cette fois-ci qu'ils utilisent pour les monnaies, parce que c'est extrêmement difficile de classer les monnaies de Londres, hein, parce qu'il y a vraiment une grande diversité, et en même temps elles se ressemblent toutes à certains moments. Puisque vous voyez, là, en violet, on va voir le revers de la monnaie. Comme je vous ai dit, c'est toujours le Genio Populi Romani, le fameux génie au revers, enfin, pratiquement toujours, il y a des exceptions, comme partout évidemment. Et donc la chose qui va servir de discriminant, ça va être en fait, ça va être deux choses. Ça va être les bustes, vous voyez qui sont notés, hein, bustes avec les abréviations. Et l'autre discriminant, ça va être évidemment les titulatures, puisque les graveurs de l'atelier de Londres vont jouer sur les abréviations pour créer différentes séries, une grande variété de séries. Donc voilà, par exemple, là, ici, et là on a le numéro que propose le Clock et Toon, voilà, le 4.04, on a la description, la titulature, on a la référence du buste, on a sa rareté, vous voyez, RRR, ça se qualifie, donc c'est extrêmement rare. Quand c'est extrêmement rare, c'est-à-dire qu'on ne la trouve même pas dans des trésors. C'est peut-être un exemplaire connu, voilà, un ou deux.
Et puis également, je ne sais pas si vous voyez, là j'ai mis, on a deux autres choses importantes. Par exemple, ils mettent les références pour les trésors. Alors, ils mettent plein de trésors. Moi j'ai uniquement évidemment sélectionné Donker. Voilà, par exemple, pour cette monnaie ici, on a deux monnaies qui sont présentes dans le trésor de Donker. Et ils mettent aussi, alors ça c'est bien pratique, donc la référence par rapport au livre et la référence par rapport à l'ancien classement. Vous voyez, le hérissé. Vous avez parlé tout à l'heure, c'est l'ancien classement. Comme ça, on peut se repérer. Et c'est très intéressant parce que quand on regarde bien, vous voyez, quand on regarde quel type de monnaie correspond à un classement du hérissé, et bien on regarde qu'on voit qu'il y en a moins de la moitié. Ça veut dire qu'entre le temps où c'est paru et aujourd'hui, avec nos connaissances actuelles, on a découvert plus du double de nouvelles monnaies. Et on retrouve cette proportion à peu près dans tout le livre de Clogetto. On se rend compte vraiment de toutes les découvertes qu'il y a pu y avoir. Alors, donc voilà, ensuite, donc voilà, on va parler maintenant plus spécifiquement du trésor de Donker et de sa composition. Donc là, voilà, je vous représente le livre de Bastien et de François Marcel. Alors, la composition du trésor. Alors, vous voyez, là, j'ai mis le nombre de monnaies dans le trésor, réparties par atelier. Puisqu'évidemment, ça j'en ai pas encore parlé, mais il y avait plusieurs ateliers. À l'époque de la tétrarchie, en fait, on a un phénomène qui est déjà enclenché depuis un moment, mais on a une provincialisation du monnayage. C'est-à-dire qu'on ouvre des ateliers à Trèves, à Aquilée, on va y en avoir à Ostie, à Ticinum. Il y a plein d'endroits dans l'Empire romain où on va avoir des ateliers qui vont ouvrir, puisque avant les monnaies officielles étaient surtout frappées à Rome, au Haut-Empire, mais là, on va avoir vraiment toute une batterie d'ateliers. Et donc c'est intéressant parce qu'évidemment, en fonction de l'endroit où le trésor est enterré et où les monnaies ont été thésaurisées, on va avoir différentes compositions. Et donc là, on voit, regardez, pour l'atelier de Trèves, de Lyon et de Londres, c'est les trois ateliers qui représentent l'immense majorité du trésor. Les autres, bon, c'est pas surprenant parce que c'est un trésor qui a été découvert dans le nord de la France, c'est un peu plus anecdotique, hein, Roma, Ticinum, Ostie, Aquilée, Siccia, et après tous les ateliers orientaux. Et on remarque quand même que l'atelier qui est le mieux représenté, c'est celui de Londres, évidemment, avec 270 monnaies. Donc avec ça, on peut quand même avoir une bonne vision de la production monétaire à Londres à cette période. Donc, ensuite, on a la composition, hein. Alors, un peu plus précise. Alors là, c'est que les monnaies du trésor de Donker, mais qui ont été frappées à Londres. Et on voit la composition. Alors, vous voyez, c'est réparti par empereur et par période de la tétrarchie, en comptant les réductions monétaires dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc là, vous voyez que l'empereur le plus représenté, c'est Maximien Hercule. Évidemment, on va avoir énormément de monnaies de la première tétrarchie, hein, en violet. Et un peu moins de monnaies de la deuxième tétrarchie, mais l'autre grand bloc qu'on va retrouver, pour faire rapidement, ce sera les monnaies de la deuxième réduction, puisque c'est là où Constantin va se nommer Auguste sur ces monnaies, donc il va y avoir une grande production monétaire à cette période, et beaucoup de monnaies qu'on appelle des monnaies de l'Alliance, entre, donc c'est ces monnaies qui ont été frappées pour marquer l'alliance entre Constantin et Maximien Hercule et son fils Maxence, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà. Donc on voit vraiment quelles monnaies sont les plus représentées sur ce graphique. Alors, ensuite, on a un dernier graphique. Après, on va passer un peu plus d'images de monnaie, mais ce graphique-là est aussi très intéressant parce qu'on voit, j'ai pris 5 séries monétaires de Londres qui sont présentes dans le trésor de Donker. J'ai repris les poids qui avaient été pesés et indiqués par Pierre Bastien et François Marcel dans leur ouvrage, et j'en ai fait un graphique. Alors vous voyez, on voit bien les réductions monétaires comme vous en parlez la dernière fois, il n'y a pas longtemps. Vous voyez tout en haut, on a une monnaie donc, de la première tétrarchie, avant les réductions monétaires, celle de la réforme de 294, qui pèse donc voilà, une masse de 9,75 grammes, on avait dit tout à l'heure 10,2 à l'ensemble plutôt, et qui est taillée au 1,32e de livre. On voit qu'elle est bien plus lourde que les autres, hein, parce que là on voit c'est la masse des mumies, hein. On a quand même beaucoup de monnaies qui sont aux alentours de 10 grammes. On voit qu'ensuite la série 2 qui correspond à la première réduction, elle est légèrement en dessous, mais elle est légèrement au-dessus, elle est légèrement plus lourde que les monnaies évidemment de la deuxième réduction, qui sont, là on a 3 séries, hein, c'est la bleue, la rouge, enfin la bleue pardon, la jaune et la verte, qui sont des séries justement de l'alliance hein, entre Constantin et Maximien Hercule. Donc on voit vraiment sur ce graphique la différence de masse, et je pense qu'on se représente un peu mieux ce que représentent les réductions monétaires. Alors, là ici, très rapidement, on voit un petit peu l'ampleur des monnaies de Londres sur le trésor de Donker, sur le premier tableau, parce que
on a ici, vous voyez, un poids total de pratiquement 6 kg de monnaie de Londres. En tout, donc, on a là 663, voire 670 monnaies. S'il y en a quelques-unes, c'est un peu moins certain, et ça varie en fonction des catalogues. Et ensuite, on a la répartition, vous voyez, à chaque phase, on a pratiquement 3 kg en tout, et donc avec 319 monnaies, rien que pour la première tétrarchie. Voilà. Donc c'est quand même un ensemble qui est assez important, mais justement, ce qui est intéressant, c'est de regarder le deuxième tableau, où j'essaie de le comparer avec d'autres trésors du nord de la France. Donc on a deux trésors, hein, Fresnoy-les-Rois, qui sont un peu antérieurs. Vous voyez une date de clôture du dépôt 298 et 309. Bon, on peut les comparer au trésor de Donker, mais c'est pas tout à fait des trésors qui lui ressemblent. Hein. On a quand même une proportion de monnaie de Londres qui est bien plus faible. Après, on a un trésor beaucoup plus tardif, celui de Saint-Quentin, de 316. Pareil, avec une proportion de monnaie de Londres qui est loin derrière ceux de Donker. Donc celui qui est le plus proche, en fait, c'est celui de Bourcy. Vous voyez, le Bourcy, c'est un peu un trésor qui est un peu en parallèle de celui de Donker. Donc qui est pareil, qui est trouvé dans le nord de la France, et avec là encore un taux de monnaie de Londres encore plus élevé, 43,5% de monnaie de Londres, et un nombre de monnaies totales encore plus important, hein, 3515 monnaies. Voilà. C'est encore un plus gros trésor que Donker, mais c'est intéressant de comparer pour qu'on voit un petit peu qu'est-ce que représente Donker à l'échelle des autres trésors. Bien sûr, on a des trésors tétrarchiques qui sont bien plus importants. Hein. On a le trésor de Juliac qui a fait l'objet d'études intensives et qui fait encore l'objet d'études aujourd'hui, qui a été trouvé, je crois que c'est géographiquement, je crois que c'est la Corée, je ne suis pas sûr, mais c'est plus de 20 000 monnaies. Après, on a le trésor de Tomares en Espagne qui a plus de 50 000 monnaies. On a vraiment des trésors vraiment très importants en termes de numérique tétrarchique. Et donc, enfin, là, pour mettre en perspective la période du trésor de Donker par rapport à l'existence de l'atelier officiel de Londres, je l'ai fait à partir d'un tableau pour montrer vraiment cette. Voilà, pour remettre en perspective, je vais faire partir d'un tableau des marques d'atelier de l'atelier de Londres. En fait, le trésor de Donker, vous voyez, il ne se situe que dans les 3 premières marques, c'est-à-dire les LOL, les 100 marques, bon là il n'y a pas de marque, et les PLN, ça veut dire Pecunia Londinium, pour la monnaie de Londres. En fait, c'est que cette période-là, 287 à 310, mais après on voit que l'atelier monétaire de Londres, il va continuer bien longtemps après, et il va fermer ses portes en 325-326. Et après, c'est dans un sens un peu plus simple, j'ai envie de dire, parce qu'on a beaucoup de marques d'ateliers différentes, c'est plus pratique de séquencer et d'organiser chronologiquement les émissions monétaires. Mais là, le vrai défi, donc celui que j'ai souligné en bleu, c'est toute cette période où en fait on n'a pas de marque d'atelier. Et donc là, c'est là où c'est intéressant, quand on a retrouvé le trésor de Donker au musée d'Amiens, de pouvoir regarder pour reproposer une nouvelle organisation au vu des nouvelles connaissances qu'on a de toutes ces monnaies sans marque qui ont posé plus d'un problème au numismat. Alors justement, voilà, la redécouverte donc, du trésor de Donker. Alors c'était quand j'étais en 2022 en stage au musée de Picardie. Donc j'avais pour travail, en tant que stagiaire, de réidentifier, enfin d'identifier même toute une quantité de monnaies du musée de Picardie, des monnaies romaines, parce qu'ils ont une collection qui est vraiment assez importante, on va dire, on a des milliers et des milliers de monnaies qui n'ont pas encore été identifiées, donc il y a encore tout un travail à faire. J'avais réussi à identifier à peu près 600 monnaies pendant tous mes 4 mois de stage, donc il y a encore du travail. Et pendant ces identifications, je suis tombé sur 2 boîtes. Voilà, ça ressemble à des boîtes à chaussures, mais c'est des petites boîtes en carton à l'intérieur desquelles il y avait des enveloppes. D'ailleurs, je suis pour qu'on garde les enveloppes, puisqu'elles ont été faites par Pierre Bastien et François Vassel, et il y a plein d'indications très intéressantes sur la manière dont on identifiait à l'époque et on classait les monnaies. Donc elles-mêmes racontent une histoire, hein, c'est aussi très intéressant. Et en fait, en regardant à l'intérieur de ces enveloppes, je me suis dit, mais c'est vraiment tellement homogène, surtout pour les monnaies de Londres et de Trèves et de Lyon, je me suis dit, c'est sans doute un trésor. Et donc on a commencé à enquêter avec la conservatrice du musée, Agathe Jagerschmidt, et avec l'aide de Noël Maéo, l'ancien conservateur, et Tahar Benrajem, on a réussi à retrouver que c'était le trésor de Donker, en fait. Bon, ce qui a pu aider aussi à la fin, c'est qu'on a retrouvé une petite étiquette qui était cachée sous une des boîtes où c'est marqué Donker, ça pouvait aider aussi. Mais du coup, voilà, on a pu se retrouver ce trésor. Alors, vous voyez, j'ai mis en exemple 3 monnaies différentes du trésor, parce que ça montre un peu l'état aujourd'hui de ce trésor. C'est-à-dire qu'on a des monnaies qui sont en très bel état. On a encore des traces d'argent actuellement. On a des monnaies qui ont été nettoyées par Monsieur Héluin, par les soins de Monsieur Héluin. Donc,
Ah, on voit, c'est ce que disait Pierre Bastien en premier. C'est sûr qu'on voit tous les détails de la monnaie, facilement identifiables, mais on voit que ça a été nettoyé vraiment, j'ai envie de dire, de manière un peu amateur, et du coup, on a de la corrosion qui s'est malheureusement mise partout sur la monnaie. Et alors enfin, vous voyez, il y a des monnaies qui ont très mal survécu au temps. C'est des monnaies, surtout que là, je les ai vues, c'est des monnaies de Constantin, qui sont très corrodées. Là, on a du mal à les lire autour. Donc, ensuite, je fais juste remarquer que là, on a également d'autres monnaies que j'ai trouvées au milieu de Picardie, qui pourraient appartenir au trésor de Drucker, en tout cas certaines d'entre elles, puisque bon, dans la vitrine, j'ai trouvé quelques quelques numies, et puis surtout dans les réserves, on a un ensemble de 10 numies, et donc 4 numies hommage de Constance Chlore, 13 numies pour Galère, dont certains viennent de l'atelier de Londres. Donc on peut se demander si certains numies au fur et à mesure du temps n'auraient pas été sortis du contenu des enveloppes et peut-être égarés peut-être parfois sur des plateaux, peut-être, c'est possible. Ce serait intéressant de regarder vraiment attentivement dans les catalogues pour essayer de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse. Donc voilà un petit peu pour ça. Alors maintenant, voilà. Là ce qui est intéressant, c'est que donc, durant ça, on avait pu faire une campagne de photos de la moitié des monnaies de Londres qu'on avait retrouvées dans ces petites caisses. Donc pour l'instant, il y a la moitié du travail qui est fait. C'est vraiment déjà super parce qu'on a des magnifiques photos des monnaies en très belle qualité. Et parce que contrairement à tout à l'heure, je vous montrais les photos, c'est des photos anciennes qui avaient été prises dans ce livre-là. C'est avec ça que j'ai illustré justement l'histoire de l'atelier de Londres. Donc là, on a des monnaies de très belle qualité et des photos de très belle qualité. Et puis surtout, à partir de là, j'ai pu commencer un travail de reclassement et de réidentification, puisqu'évidemment, il y avait certaines monnaies qui avaient été parfois un peu remélangées d'une enveloppe à l'autre. Et aussi des monnaies qui maintenant, grâce aux connaissances actuelles qu'on a acquises avec les parutions des livres Le Clock et Toon, on peut classer de manière plus précise. Alors par exemple, bon, là, les premières monnaies qu'on a photographiées, n'ont pas de surprise, c'est des monnaies LON, c'est la toute première émission qui a été produite à Londres, après évidemment la défaite d'Alectus et que Constance Chlore ait remanié l'atelier pour frapper les donc ça, c'est pas vraiment surprise, on en trouve quelques-uns, c'est quand même des monnaies qui sont assez rares. Je crois que Clock et Toon ont réussi à en trouver seulement 163 exemplaires dans le monde, donc c'est pas beaucoup quand même. C'est quand même assez rare. Ensuite, alors ça, ils sont qualifiés comme les monnaies qui vont venir après, c'est le groupe 1, c'est qualifié comme ça par Sutherland dans le RIC, c'est un petit peu comme ça qu'on les classait. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elles sont notées sur les enveloppes. On va avoir, alors là, c'est là où le vrai défi commence, c'est qu'on va avoir ensuite les monnaies sans marque, c'est-à-dire que c'est exactement les mêmes monnaies qu'avant, mais elles ont perdu leur marque LOL. Et ça a l'air de rien, mais ça a causé un grand nombre de débats chez les numismates, puisque, en fait, parallèlement à Lyon, on va frapper exactement les mêmes monnaies. Donc, si les deux monnaies s'entendent parfaitement, le seul moyen de les différencier, c'est avec le style. Le problème, c'est que des fois, comme l'atelier de Londres, il venait de commencer, les graveurs s'inspiraient un peu de différents styles d'atelier, donc ça complexifie encore les choses. Mais globalement, à force d'en voir, on finit par voir la différence. Donc par exemple, ici, on a une monnaie de l'atelier de Lyon, qu'on pensait à la base être un atelier à Boulogne-sur-Mer. On pensait que Constance Chlore avait emmené des graveurs de Lyon pour les emmener à Boulogne-sur-Mer, pour ensuite les emmener à Londres pour former les graveurs d'Alectus. Bon, c'est toute une théorie. Mais finalement, on s'est rendu que les graveurs de Lyon sont restés sans doute à Lyon et les graveurs de Londres sont restés à Lyon. Mais on a cette monnaie-là, donc c'est une monnaie qui a été frappée à Lyon. On le voit parce qu'on a une tête avec un petit peu fin, et surtout la graphie ici, c'est une graphie qui est très grosse, très inégale, alors que de l'autre côté, vous voyez, on a une monnaie qui est frappée à l'atelier de Londres, avec, vous voyez, derrière un Galileo Populi Romani, c'est une gravure, c'est des lettres qui sont plus petites, plus régulières, plus soignées. Enfin, en tout cas, on dirait que c'est plus soigné. Pour moi, ça a un air vraiment très régulier, plus fin. Et le buste, alors lui, le buste, on le reconnaît parce qu'il y a une caractéristique, c'est qu'on a une mâchoire comme ça, en croissant de lune, qui va un peu vers l'avant, et ça reprend les motifs des graveurs d'Alectus. En fait, parce qu'on fait les mêmes graveurs, hein. Les graveurs qui travaillent pour Alectus vont travailler pour les tétrarques, donc ils ne vont pas abandonner complètement leur style, on retrouve un petit peu leurs pattes au niveau du travail. Bon voilà, là on est en 296. Hein. Alors ensuite, on a une autre série qui va s'imposer. Alors là, c'est un petit peu comme la précédente, toujours pas de marque évidemment, hein, comme les nombreuses séries qui vont venir. Mais on a cette fois-ci un buste, vous voyez, qui va être en armure. Voilà.
Ça va être en armure, ça c'est un peu l'innovation pour ces nouvelles monnaies. Et on va avoir un style qui va être très divers. On va avoir une explosion de la diversité du style. Là, j'en ai pris un exemple que j'ai trouvé dans Trevor Dunker, c'était intéressant parce qu'il avait été classé dans des monnaies bien plus tardives, celles de 303 jusqu'à 305, alors que cette monnaie-là, c'est bien une monnaie des années 297, on le reconnaît parce que Dioclétien a ici un visage en fait, qui a été réalisé par un graveur spécifique qui travaillait sur les monnaies d'Alectus en fait. Et alors, on retrouve surtout au niveau du regard, et après, bon, ça c'est Dioclétien, il y a toujours des cernes sur le front pour marquer son... En tant que en fait, premier Auguste, le plus ancien des Augustes, ça marque la gravitas de l'Auguste en fait. Donc voilà un petit peu pour cet exemple-là. Ensuite, on va avoir toute une série, donc toujours dans la même série. Pour Constance Clore, là c'est toujours la même série qu'avant, mais vous voyez, là j'ai montré vraiment toute la diversité. On voit en fait qu'on a des bustes qui sont très bien travaillés. On voit encore ce menton, vous voyez comme ça, en arc de cercle comme une lune, qui est très spécifique. Et on a des bustes qui sont très décorés. Vous voyez, on dirait même pratiquement plus des armures. On dirait presque des manteaux consulaires. Et certains sont tellement bien travaillés qu'on se dit que c'est sûrement des manteaux consulaires. Et ça, je vais y revenir, et ça va être beaucoup pour la datation. En tout cas, Clock et Toon ont proposé une classification pour vu la diversité de ces bustes. En regardant en fait les bandes, vous voyez les bandes sur les épaules, il y a une classification spécifique si on a une seule bande et qu'elle est décorée par des palmes, des motifs serpentins ou des motifs en diamant, et si on a plusieurs bandes avec une seule décorée en rivet, une seule décorée à la palme, plusieurs décorées à la palme, ou une sorte de couronne, de couronne laurée sur le torse. Voilà, donc il y a vraiment une précision dans la classification de toutes ces monnaies. Et pareil, c'était assez intéressant de les reclasser, puisque souvent elles sont confondues avec des monnaies de la phase 3, plus tardif, et voire même de la phase 2. Donc voilà, vous voyez là l'exemple, on peut dater à partir du moment où on sait qu'il y a eu on a des monnaies qui représentent un personnage avec un consulat, on peut essayer de trouver des fourchettes de datation. Par exemple, là je vous ai montré qu'on a des monnaies de Constance Clore qui peuvent présenter un manteau consulaire. Et vu que c'est les premières émissions de l'atelier de Londres, on sait que ça va être soit 316, soit 317, donc l'année du consulat ou l'année suivant le consulat. Et ensuite, si on a une autre émission qui la suit et qui va représenter à nouveau un consulat, on se dira que ça correspond plutôt à une émission qui a été produite vers 300. Voilà. Donc en utilisant un tableau des consulats avec les dates, on peut essayer d'amoindrir la fourchette de datation. Voilà, alors ensuite on entre dans la phase 2 de la production des monnaies qui n'ont pas de marque, de l'atelier de Londres. Alors là c'est une phase qui est très identifiable, autant pour, là j'ai pris l'exemple qui est le plus marquant, c'est les monnaies de Constance Clore. Parce que vous voyez son visage, il est allongé comme ça, on dirait qu'on l'a étiré littéralement, il est extrêmement large, mais au moins ça c'est bien pratique, on ne peut pas se tromper, ça c'est des monnaies de la phase 2, la plupart du temps c'est comme ça, mais évidemment il y a toujours quelques exceptions. Et notamment, vous voyez, la troisième monnaie, c'est qu'il y a un peu verdâtre. Vous voyez que le style, avec encore ces formes un petit peu très décorées sur le buste, elles font encore penser à la phase précédente. Donc en fait, c'est toujours assez difficile de faire une chronologie, puisque évidemment, le style des graveurs et des personnes qui produisent ces monnaies, il évolue au fur et à mesure. Il faut le voir comme quelque chose de flexible, qui peut changer peu à peu au fil du temps, avec parfois des ruptures. Donc c'est des monnaies qui sont produites en très grand nombre. On a 1229 exemplaires connus par Clock et Toon de ces monnaies. Donc elles ont été produites en très grand nombre. Normalement, toutes les monnaies d'Amiens possèdent des horaires de coin de 6 heures. C'est-à-dire que si on a le visage qui est dans un sens et qu'on retourne la monnaie, le génie sera dans l'autre sens. C'est ça que ça veut dire 6 heures de coin. Normalement, toutes les monnaies de Londres sont à 6 heures. Mais là, à cette période, on peut en trouver quelques-unes qui sont à 12 heures de coin. Et certaines monnaies qui sont plus ou moins bien gravées. Donc ça montre un empressement à produire une grande quantité de monnaies. Donc là, voilà, toujours les monnaies de la phase 2 pour Dioclétien. Alors là, c'est assez particulier aussi, vous voyez, on a soit un Dioclétien qui a une tête vraiment carrée avec un grand cou, soit un buste, vous voyez, avec une armure qui va très haut comme ça. C'est assez typique de cette période avec une petite tête. Voilà. Sutherland, il est classé, et c'est sur les enveloppes, c'est classé comme ça, il est classé en classe 2A et 2B, entre les monnaies qui avaient des petites têtes et des longs coups, et les monnaies qui avaient des grosses têtes et les coups larges. Mais en fait, c'est tellement dur de les différencier, et parfois c'est un peu subjectif, que dans les nouvelles versions, par exemple dans Clock et Toon, ils ont un peu abandonné ce système de classification. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte quand j'ai pu reclassifier ce présent.
Alors ensuite, on rentre dans la phase 3 de ces monnaies. Alors là, on a aussi un ensemble très, très intéressant. C'est des monnaies en fait, qui vont être frappées donc, entre 303 et 305. Contrairement aux monnaies précédentes, elles sont très bien gravées, avec des portraits très larges. On les identifie aussi assez facilement, c'est vraiment en rupture avec la partie d'avant. Souvent, elles vont avoir, on a Dioclétien qui est toujours stérique sur le front, ils vont avoir plusieurs traits sous la gorge, comme ça, c'est aussi comme ça qu'on les reconnaît. Et Maximien Hercule, il va être vraiment avec un air de bonhomie, vraiment un visage très massif. Mais là, j'ai mis en rouge une exception. C'est cette monnaie-là, qui a été classifiée par Cloquetoun, qui est du trésor de Donker, elle est présente dans leur livre. Alors qu'elle a une tête vraiment qui pourrait faire penser à la troisième phase, très bien gravée, assez large, eh bien elle est bien classée dans les monnaies de la deuxième phase. Parce que c'est une monnaie qui est entre les deux, en fait, elle est entre les deux styles. Bien sûr, ça peut se discuter sur quelle partie on peut la mettre, mais c'est pour montrer que même si on a une rupture de style, il y a toujours des exemplaires qui vont être entre les deux. Voilà, il y a toujours une évolution du style derrière. C'est plus qu'une simple rupture, il y a aussi des évolutions en même temps. Donc voilà, ensuite, comme je l'ai montré tout à l'heure, on a le fameux, en 305 jusqu'au rapport 307, on va émettre des monnaies qui sont en hommage à Maximien et Dioclétien, après qu'ils aient abandonné leur titre d'Auguste et qu'ils soient revenus à l'état, au statut de simple particulier. Donc ça, celles-là, pas de surprise, elles étaient bien classées, il n'y a pas eu de surprise, vraiment, elles sont très identifiables, c'est vrai. Après, on a toute la période là, qui est aussi un peu représentée dans le trésor de Donker, où on a Constance Chlore qui va être nommée Auguste, jusqu'à sa mort le 26 juillet 306. Des monnaies aussi très identifiables, assez, bien gravées et standardisées. Voilà. Ensuite, on a aussi, alors là c'était aussi très intéressant à reprendre ces monnaies-là, et à photographier et à recataloguer. C'est toutes les monnaies qui étaient liées donc, à Constantin, donc les premières monnaies frappées par Constantin lors de la première réduction et légèrement avant la première réduction pondérale. Vous voyez, alors là, cette première réduction, tout à l'heure j'en ai pas parlé, mais là j'en profite pour aborder, elle a plusieurs caractéristiques. C'est que jusque-là, le génie, il était drapé au niveau de l'épaule. Et à partir de là, il va être drapé au niveau des hanches. Donc ça, c'est une petite différence, mais quand même. Et ce sera plus Genio Populi Romani, ce sera Genio Pop Rome. Ça avait gagné du temps, parfois pour l'identification aussi de ces monnaies. Et avec des bustes assez bons, comme le premier, Efelval Constantinus Nopsé, celui-là, il est vraiment très, très bien travaillé, avec une titulature longue, qui est normalement atypique des débuts de règne, mais qu'on retrouve un peu plus tard aussi pour Constantin. Et puis après, on a les autres lumières. Alors là, c'est toute la série qui font partie, voilà, de la deuxième réduction pondérale, à partir de fin 307 jusqu'à 310. On va avoir toute la production liée à l'alliance dont je parlais tout à l'heure entre Constantin et Maximien Hercule. Là, on a plus de diversité. Vous voyez, on quitte enfin uniquement le génie, et on a aussi, par exemple, Principi Juventutis, le prince de la jeunesse. On a Marti Patri Propug ou Propugnatori, c'est Mars, un hommage à Mars. En fait, c'est une référence à ce Mars, c'est la divinité protectrice à cette période de Rome. Et donc, ça fait référence à Maximien Hercule et à Maxence qui règnent à Rome et en Italie, en fait. Et on a plein de références à ça. On a aussi les monnaies Romae à Éther avec un temple qui rappelle Rome, évidemment. Même Principi Juventutis. Quand Constantin s'appelle Principi Juventutis sur cette monnaie, ça fait référence au titre qu'a pris à Rome Maxence à cette même période de Princeps. Voilà. Princeps, c'est plus spécifique à Lourdes, à la ville de Rome, et Principi Juventutis, plus spécifique à l'intégralité de l'Empire. C'est une dénomination plus connue. Voilà. On a un peu ce parallèle qui est fait. Et oui, alors là, elles ne sont pas encore photographiées, mais on a les monnaies aussi de Maximien Hercule avec l'Herculi Conservatori qui sont aussi très belles. On en a quelques-unes, je crois qu'il y en a deux pour le trésor de Donker. Ensuite, on a ces monnaies-là. Alors, ces monnaies-là, elles sont pas forcément faciles à classer. C'est les monnaies, toujours en hommage à Dioclétien, de la première et la deuxième réduction pondérale. Et en fait, elles se trouvent à 3 endroits dans le classement, c'est-à-dire qu'on a les monnaies de la première réduction pondérale qui n'ont pas de marque d'atelier de Dioclétien, et les monnaies de la première et deuxième réduction pondérale qui ont une marque d'atelier. Donc celles-là, pour les différencier entre celles de la première et la deuxième réduction, elles sont identiques, donc il n'y a qu'un seul choix, c'est de les peser. Pour savoir le poids, grâce à ça, on peut les classer plus précisément. Donc voilà, avec la tranquillité de l'Auguste, quies AO, puisque évidemment ça symbolise le retrait de Dioclétien du pouvoir impérial.
Et puis enfin, donc une dernière monnaie, alors celle-là elle est aussi très présente dans le trésor de Donker, et c'est la dernière série qu'on a photographiée, c'est le fameux Divo Constantio Pio, avec derrière Memoria Felix, un peu en mémoire heureuse. En fait, c'est l'hommage, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, au père de Constantin. Hein. C'est pour légitimiser Constantin en tant que nouveau César, puis nouvel Auguste. On voit qu'il est voilé, hein. Ça c'est très courant. Quand un empereur ou une impératrice est divinisé après sa mort, on le voile sur les monnaies. Voilà, il est lauré aussi, et on a la titulature au datif, hein. C'est au divin Constantin, au divin Constance Chlore Pieux, en fait, littéralement. Voilà un petit peu pour ça. Donc ça a été une expérience très intéressante, le catalogage le recatalogage, on va dire, de ces monnaies, puisque le but c'était de les rentrer dans... au final, le but c'est de les rentrer dans la base de données micro-musée, donc on a fait ça avec Madame Jagerschmidt, et avec ça on a une meilleure idée de ce que comporte le musée de Picardie en termes de monnaies de la Tésarchie, notamment ces monnaies du trésor de Donker, de l'atelier de Londres. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, même si c'est pas mon sujet de thèse, je m'y suis intéressé et j'ai essayé de revaloriser ce patrimoine qui avait été un petit peu oublié dans les réserves. C'est un patrimoine qui est quand même local et c'est important de le valoriser et de le faire donc découvrir un petit peu à tous. Voilà, je vous remercie de votre attention. Du début à la fin. C'était vraiment très intéressant. Je vais essayer de faire marcher ça. Faut maintenir le bouton appuyé à quelques secondes. Oui, je l'ai allumé, mais... Ça doit marcher. Non, ça ne marche pas. Si. Est-ce qu'il y a des questions ? Non. Merci beaucoup pour ce magnifique exposé. Donc les monnaies là qui viennent du trésor, ces trésors, c'est de la thésaurisation qu'on a oubliée pendant des siècles. Mais pour les monnaies qui circulaient, est-ce que, lorsqu'il y a des opérations de réduction, est-ce que l'État romain, enfin le pouvoir qui frappe les monnaies, essaye de récupérer les monnaies qui ont géré un aloi plus important, ou en tout cas plus de modèles précieux, pour frapper de nouvelles monnaies qui, elles, ont moins de métal précieux. Bien sûr, il va y avoir une tentative évidemment politique de récupérer ces monnaies-là, rien que pour récupérer le métal et pouvoir en frapper de nouvelles monnaies. Mais bon, on imagine qu'à l'échelle de l'Empire, c'est compliqué d'appliquer cela. Donc évidemment, il va y avoir énormément de monnaies qui vont soit être thésaurisées, ou soit qui vont continuer à circuler. On a des monnaies qui vont être démonétisées, en fait, mais qui vont continuer à circuler dans l'Empire longtemps après. Par exemple, on a des monnaies du IIIe siècle qui vont encore servir au IVe siècle. C'est des petites monnaies, j'ai envie de dire, d'appoint pour les échanges quotidiens, en fait. Et quand c'est pas le cas, on va avoir des imitations aussi qui vont prendre le relais. Là, je voudrais pas parler, on a 2 imitations de l'atelier de Londres dans le trésor de Donker aussi. Mais voilà. Merci beaucoup pour votre présentation. Au propos des imitations, justement, je me demandais si c'était des faux monnaillages et comment on fait pour les détecter si c'est bien des faux monnaillages. Alors oui, pour les faux monnaillages, à la période tétrarchique, on a tendance à penser qu'il n'y en avait pas tellement. En réalité, j'avais discuté avec Vincent Gross, le conservateur de la Bibliothèque nationale de France, enfin celui qui s'occupe des monnaies et médailles antiques, et il m'avait dit qu'il avait réussi à trouver dans les 200 imitations de la période tétrarchique. Je ne sais plus si c'est pour Londres ou aussi pour d'autres ateliers. Donc ça reste quand même un taux assez élevé, même si dans les trésors, elles sont bien moins présentes que par exemple pour la période de Magnence. On retrouve des grandes quantités d'imitations, avec parfois des trésors qui possèdent des lots d'imitations qui n'ont que le coin de droit et le revers. Ça, j'en ai étudié par exemple. Là ici, ça va être des monnaies un peu plus éparses. Qui vont être trouvées, là j'ai mis 2 monnaies pour Londres, et je crois que c'est 10 imitations en tout dans le trésor de Donker. Mais ce qui va être intéressant, c'est comment les identifier. Alors, déjà il y a le style.
si le style, alors, les imitations vont reprendre le style officiel de Londres, c'est assez marrant d'ailleurs, mais elles vont le faire de manière un petit peu maladroite. Voilà. Et sinon, il faut regarder aussi les défauts qu'il peut y avoir sur les légendes des fois. Ça peut être un indicateur, les fautes par exemple. Et un autre indicateur, ça peut être aussi des éléments qui ne devraient pas être sur une monnaie. Par exemple, à l'atelier de Lyon, on a le génie, en dessous de la patère, on a une présence d'un petit hôtel qui n'est pas présent à Londres. Et parfois, sur certaines imitations de l'atelier de Londres, on a cet hôtel qui est présent. Mais c'est pas si simple que ça, puisque dans leur édition de 2024, Claude Guiteau ont montré qu'on a une monnaie officielle qui possède bien ce petit hôtel à Londres, alors que normalement c'est plutôt de Lyon. Voilà. Donc ça devrait être plutôt une limitation, mais ils ont réussi à faire un lien entre un coin officiel qui était connu de l'atelier de Londres et cette monnaie. Donc elle est officielle normalement. Voilà. Une question sur l'histoire. Du coup, la réduction monétaire, c'est un peu le rôle de l'inflation, j'imagine. C'est un peu cette idée-là. Est-ce que ça continue après le trésor 313? Est-ce que la tétrarchie continue aussi? La tétrarchie, elle va vraiment se terminer en 313 à peu près. Voilà, après, ça va être vraiment Constantin et Licinius qui vont se partager l'Empire, et après Constantin seul. Mais les réformes monétaires, c'est pas terminé. On va en avoir des réformes monétaires au IVe siècle. Puisque là, voilà, on a la réforme. Souvent, il faut regarder les revers pour se repérer des différentes productions. On va avoir, après le Guignol Populi Romani, qui a été un peu hégémonique au niveau des revers des monnaies, on va avoir le Soli Victo Comiti, c'est un peu un des symboles de Constantin, le soleil invaincu, qui préfigure un peu les symboles chrétiens sur les monnaies plus tardives de Constantin. Et puis après, on va avoir on va voir la réforme de 318 avec Victoriae, Laetae, Princ Perp sur le revers. On va après avoir le Gloria Exercitus aussi. On va avoir la série, encore une réforme sous les fils de Constantin, avec toute une série de monnaies qui vont être, je crois que c'est Victoriae, DD, AOG, GGQNN, c'est un peu embêtant à retenir, mais c'est le nom du revers. Et puis après, on va avoir évidemment la grande réforme de 348 qui va instaurer la Maiorina comme nouvelle monnaie. Et là, après, on arrive sur la période de la thèse, justement, avec les Maiorinae de Magnence. Voilà. Et après, il y aura encore d'autres réformes. D'ailleurs, Magnence fait lui-même une réforme, il fait le double Maiorina qui ne durera qu'un an, mais moins d'un an. Donc voilà, c'est toute une histoire. Les réformes au IVe siècle. L'inflation joue aussi un grand rôle. Parfois, le fait que certaines monnaies n'ont pas vraiment de succès, elles sont thésaurisées. Voilà. Voilà un petit peu pour ça. Bonjour. Visiblement, la frappe de monnaie est aussi un outil de communication politique. Oui. Et que, justement, quand il y a eu des Augustes ou des Césars qui ont été très contestés par la suite, il n'y a pas eu la tentation de retirer leur monnaie ou de les refondre pour effacer la mémoire de ces Si, et on a même des traces de monnaie qui avaient été, surtout au Haut Empire, qui ont été martelées pour effacer le visage. Par exemple, on dit souvent la damnatio memoriae. Mais dans les faits, dans le quotidien du peuple de l'époque, ils avaient besoin d'argent, donc que l'empereur soit bien vu par le pouvoir en place actuellement ou non, ça continuait quand même à circuler, même si parfois on pouvait avoir des politiques, je pense, assez sévères pour s'assurer que la nouvelle monnaie était bien mise en circulation. Mais bon, voilà, c'est un fragile équilibre entre le pouvoir impérial central et puis l'économie locale, quotidienne. C'est pour ça qu'on aussi, sans doute, en tout cas pour ma période de thèse, ce que je connais mieux là-dessus, c'est de thèse, on tolère par exemple, je pense, qu'on tolérait certains ateliers de faux monnayage en fait, qui étaient là aussi un peu pour suppléer aux échanges quotidiens. Merci. D'autres questions? Oui. C'est pas une question, mais si je peux me permettre une remarque, parce que je pense que beaucoup dans la salle comme moi n'auront pas retenu tous les noms et l'ordre de succession des Augustes et des Césars.
Mais je ne sais pas si vous êtes conscient qu'en français, tous les jours, nous employons une expression qui renvoie à l'époque de la tétrarchie. C'est une bonne question. Notre vous de politesse, qui est un vous de majesté, en réalité remonte à l'époque de la tétrarchie en latin. Alors je parle sous peut-être le contrôle de Michel Perrin, qui est dans la salle et qui est un meilleur latiniste que moi, mais avant la tétrarchie, quand vous n'avez qu'un Auguste, que vous adressez à lui, vous lui dites « tu ». Hein, et on connaît tous l'expression ave Caesar morituri, te salutant, ceux qui vont mourir te saluent. Alors que à partir du moment où on a la tétrarchie, vous avez 2 Augustes et 2 Césars, en réalité, il est très rare qu'ils soient ensemble physiquement, puisqu'ils doivent administrer tout l'Empire. Mais quand on en voyait un, on était censé saluer les 4 ensemble. Donc les Romains ne disaient plus mais vos vobis. Et donc notre vous de politesse est le dérivé de vous de majesté qui renvoie à l'époque de la tétrarchie. Donc on ne va peut-être pas retenir tous les noms des Césars et des Augustes, mais maintenant quand vous voyez quelqu'un, ça vous rappellera cette belle communication illustrée par les monnaies. Mais d'ailleurs, un petit point là-dessus, justement, sur l'apparition du pluriel, on le voit aussi sur les monnaies, sur l'apparition du pluriel, puisqu'on va avoir le DDNN sur les abréviations qui marque le pluriel, c'est Dominorum Nostrorum, oui, voilà. Et on va avoir également le AOG GG, voire 3G, après ça va avoir 3, voilà, et KS avec 2 S pour montrer la Kaiserum, Augustorum, Augusti, voilà un petit peu pour ça. Donc oui, c'est tout à fait, en fait, je viens de faire le lien, mais oui, c'est très intéressant. Alors pour la petite histoire, je ne sais pas si ça donnera lieu à une conférence dans 2, 3, 4, 500 ans, mais quand on a sorti l'euro, on a imprimé, vous faites peut-être partie des gens qui ont eu la chance de pouvoir y accéder, parce que c'était vendu au prix de l'euro. On a constitué, et on les a appelés petits trésors, on a constitué des espèces de petits sachets avec tous les euros, de toutes les pièces, de toutes les valeurs, de tous les pays de l'époque. On n'a pas fait ça aux agrandissements. Donc ça multiplie encore plus la valeur de ce premier lancement de l'euro. Et on les a dénommés petits trésors, qui pensent en hommage à la notion de trésor sur lequel tu as travaillé là. Et c'est quelque chose qui est très très recherché. On a tous quelques-uns de ces euros-là dans nos fonds de porte-monnaie, mais là ils sont tous présents, dans un état évidemment qui était à l'époque impeccable, et qui se vendent beaucoup plus cher évidemment que la valeur qu'ils contiennent dans nos porte-monnaies. Voilà, facial, tout à fait. Oui, je pense que c'est pas facile de résumer le contexte de la tétrarchie rapidement. Il n'y a plus d'autres questions? Eh bien, je vous propose de remercier encore Hugo parce qu'on en a vraiment appris beaucoup.